Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans votre émission Population à risque, le 6e numéro. Et ce soir, nous accueillons... Ah, j'ai oublié de mettre le micro. Donc je recommence, Annal Winter. Salut Annal. Queen de bord. Salut. Et Josie la Calache. Josie la Calache, bon salut à tout le monde. Et moi je suis Lolo Lumpen. Bonsoir Lolo. Et mon nom complet c'est Carlotta Lumpen Proletariat von Schwanzland. Voilà. Et on fait un petit bisou à Gigi Lamoroso qui nous écoute et à Socrata qui écrit. Bon courage Socrata, on t'aime. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Donc on vous a concocté une petite émission spéciale sur les monstres parce que c'est une figure qu'on aime beaucoup ici à la rédaction. Voilà, je n'avais pas mis vos micros donc vous avez braillé pour rien encore. Merci. Voilà. Donc on disait... Ah, ça va dans le rouge là, le vumètre. Alors oui, donc une spéciale monstre parce que c'est une figure qui nous intéresse beaucoup et de laquelle on se revendique beaucoup. Nous qui sommes la rédaction invisible. Et donc, pour commencer, on va avoir Annal. Je fais le petit sommaire là. On va avoir Annal qui va nous lire un texte de Bernard Noël, donc un auteur qu'on aime beaucoup à la rédaction. Voilà. Certains ont même envie de... Voilà. Et on va après avoir d'autres textes, d'autres surprises, envie de faire l'amour avec lui. Voilà. Ah, d'accord. Donc on va avoir d'autres sur... C'est plus clair comme Josie, ça. elle a pas compris. Mais non. Gérontophilia. Et ensuite on va faire une petite discussion, même une grande discussion. Enfin bon, on peut s'étaler, vous savez. On a plein de choses à dire parce que c'est cette année. une discussion sur justement comment cette figure de monstre est hyper importante et c'est une manière aussi de dépasser le truc queer quoi. C'est une manière aussi d'aller au-delà de ça pour pas mal d'entre nous. Et au final, on va se faire comme d'habitude le petit agenda. Mais pour commencer, on va s'écouter Annal. Alors c'est le chapitre 3 du Château de Seine de Bernard Noël. Et je dédicace cette lecture à Minouche et à ses lectures érotiques et à Duc. La certitude de mon départ prochain m'avait rendu le goût d'Emma, bien que mes rêves demeurassent sous le signe de la lune rousse. Pourquoi ne lui confiais-je pas mon projet ? À quoi bon ? Maintenant, et cela suffit. Et puis moi-même, je n'avais pas fixé de jour. Il y eut une soirée plus tiède, un peu de brume sur l'horizon, et je vis comme au premier soir la lune émerger de la mer. Elle était grosse, un cycle était bouclé. Je résolus que le temps était venu. J'aimais Emma jusqu'à la repaître de moi, et quand elle se fut endormie, je gagnai la crique assez lointaine où l'on rangeait les barques. Il devait être 2 heures du matin. J'avais juste le temps d'atteindre l'île avant le lever du soleil. Nulle vague. L'océan se froissait à peine à la proue de ma barque, bien que je fisse force de rame afin d'aller plus vite que la venue du jour. J'avais la lune en tête, mais déclinante et laiteuse, et voilée. La fatigue me rendait poreux à tout cela qui se jouait entre l'air et l'eau, et qui est trop transparent pour devenir immobile à l'intérieur d'un mot. J'allais. Je n'avais pas de souvenir ni de présent. Je traversais. Et sans doute, puisqu'à cet instant, ma volonté n'y traçait point de division, le temps me portait-il comme la mer portait ma barque. Tout à coup, devant moi, je vis l'île, cependant qu'un doigt de rose au ras des flots signalait l'arrivée du matin. La côte basse n'était qu'une marge de sable au pied d'une falaise abrupte. J'entrepris de chercher un port plus favorable, mais la falaise continuait d'offrir le même à pic.
Je naviguais à la pointe d'un petit cap quand j'aperçus le yacht qui devait appartenir à la comtesse. Il m'inspira une vague crainte, peut-être parce qu'il était trop blanc. Je rebroussai chemin et décidai d'atterrir sur l'étroite plage, puis de continuer à pied. Je manœuvrai donc dans ce sens, et ayant touché le sable, m'occupai à tirer ma barque pour la mettre à l'abri. Soudain, un bruit derrière moi me fit me retourner. Un nègre gigantesque, accompagné de 2 molosses, me regardait. Je souris à l'homme. Il demeura impassible. Ses yeux et ceux des bêtes m'examinaient avec une absence de curiosité dont la froideur avait quelque chose d'effrayant. Le soleil se levait dans mon dos. Sa rougeur en m'enveloppant me donna du courage. Je fis un pas en avant et dis « Je voudrais voir la comtesse ». Les chiens tendirent le cou vers moi. L'homme garda sa pose de statue. Je repris. « J'ai rencontré la comtesse, je voudrais… » L'homme fit un signe imperceptible et les 2 monstres bondirent sur moi. Avant d'avoir pu esquisser le moindre geste, je fus jeté sur le sable. L'une des bêtes me tenait à la gorge, l'autre me chevauchait. Ni l'une ni l'autre ne me faisait de mal, mais je les sentais prêtes à me déchirer au premier ordre. La peur faisait neiger des flocons rouges dans ma gorge et dans mes yeux. Derrière cet écran, mon cerveau travaillait, cherchant le pourquoi, observant, guettant, préparant les nerfs à lui obéir promptement. Et puis je me souviens. « Quoi qu'il arrive, disait-elle, serre ton ventre, respire profond, pose bien ton souffle. » Une ombre glissa sur moi. Le nègre approchait. Son immense stature me domina, ses yeux me fixèrent de haut, toujours froidement. Je le vis plier la jambe, puis avancer vers mon visage un pied énorme, qu'il rapprocha lentement pour que j'aie tout le temps de contempler la repoussante pâleur de cette plante striée de rides rosâtres qui allait m'écraser. Le pied s'arrêta à quelques centimètres de mes yeux. Il y eut une seconde d'angoisse infinie durant laquelle je fis tout pour maîtriser mon souffle et rester immobile. Le pied se retira. Les chiens me lâchèrent. Je me souviens. L'homme fait encore un signe. Les 2 fauves reviennent à la charge. Rageusement, ils déchirent tout ce qui me protège. Je ne bouge pas. Je sais que je ne dois pas bouger. Les chiens, d'ailleurs, travaillent habilement de la gueule et des griffes. Ils ne me font aucun mal. En quelques secondes, je suis nu. Les chiens s'asseyent de chaque côté de moi. Babine retroussée, langue pendante, ils me regardent. L'homme continue de me dominer. Sans que je bouge la tête, mes yeux suivent les 3 brutes. À l'instant où je commence à penser que l'épreuve doit toucher à sa fin, l'homme désigne mon ventre et les 2 loups se jettent sur mon sexe. Mon dos se crispe quand les langues m'atteignent. Je retiens le cri qui a déjà roulé dans ma gorge. Ils ne vont pas me dévorer. Pas encore. Il faut durer. Il faut gagner. 1 minute. Déjà, il ne s'agit plus de lutter contre la peur, mais contre l'abominable tentation que fait naître l'attouchement des langues le long de l'aine, au pourtour de mes bourses, le long de mon phallus. De la nuque au talon, je résiste. Je bande ma volonté pour ne pas bander. Mais la longueur de leur langue donne aux chiens un avantage horrible. Jamais bouche n'eut sur moi pareil pouvoir. Le large fouet rose qui pend de leur gueule possède une souplesse infinie et permet aux 2 quadrupèdes de m'encercler la bite et de me foyer le cul avec une vigueur irrésistible. Et la bave dont ils m'inondent en abondance facilite leur besogne en donnant à mon bras génital l'illusion de toucher à un port désirable. En cet instant, mon sexe était l'autre, que la pure envie de foutre dressait bien malgré moi. La grosse veine arrière le gonflait par à-coups, inexorablement, et j'en suivais les progrès avec une espèce d'horreur, le sentiment d'assister à quelque chose d'immonde. Quand ma pine eut atteint ses plus larges dimensions, je la vis devenir comme un os énorme dans la gueule du chien qui la branlait. Le nègre se pencha vers moi. Un vague sourire découvrit ses dents. Soudain, il tira de sa poche un poignard, et tandis que les chiens s'écartaient d'un bond, il projeta l'arme vers mon ventre. Un éclair. Une griffure sur ma peau. J'attends la douleur. Je n'ose pas regarder. Le nègre se redresse, me fixe au visage. Le couteau prolonge toujours sa main droite. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. La lame descend maintenant vers ma gorge. Je ne bouge pas. La lame est à la verticale de mes yeux. Elle tombe. Elle pique à peine le front, à la racine de mon nez, puis remonte. Moi aussi, j'ai à présent le regard froid. Le nègre recule. Je ne le vois plus, mais son ombre me recouvre exactement. L'air vibre, un éclair passe. C'est le couteau qui file vers mon sexe. Nulle douleur. Je baisse un peu le menton. J'aperçois le manche du poignard qui émerge du sable, juste entre mes cuisses. Le nègre réapparaît à mes pieds. Ses dents sont plus largement découvertes. Il siffle. Les chiens qui s'étaient écartés reviennent. La main de nouveau se tend vers mon ventre et les fauves reprennent la besogne, car l'os a perdu beaucoup de son ampleur pendant tous ces jets de poignard. Les langues, donc, raniment ma honte, et je regarde mon ventre dresser le mât. Je vois. Je me vois en train de voir.
étrange distance à l'intérieur de moi et qui contient le foyer des miroirs où mon image se recrée, image brisante à travers laquelle mon futur saigne déjà dans mon présent. Je bande. Tout à coup, faut que je l'accepte. Il faut brûler le feu. Je me cambre au-devant des gueules. L'une des langues frétille sans trêve de mes couilles à mon cul. L'autre s'enroule autour de ma foutoir. L'enveloppe, la serre, la presse, fait merveille. Et je me laisse aller. Je deviens naturel dans l'horreur, puisqu'après tout, c'est aussi la nature. Pas de limite, crie en moi une voix très ancienne. Pas de limite, sinon pour en jouir. Ce que je subis excède tout ce que j'étais capable d'imaginer. Et il me semble, étant maintenant branlé par deux chiens, avoir passé le comble. Mais aussi, cela me rassure-t-il, et suis-je en train de m'abandonner au plaisir sans me douter que l'impossible appelle l'impossible. Pour que ma conscience se réveille, il faut que m'éclaboussent des gouttes d'une liqueur musquée et qu'elle m'oblige à constater que je ne suis pas le seul à bander. Sous le ventre des monstres s'allonge en effet une pine dont la rougeur et le méa juteux ne permettent aucun doute sur le degré de leur excitation. Ces engins d'une minceur assez répugnante gonflent, je le sais considérablement durant l'action. Une fois qu'ils sont engagés dans le vase, au point même qu'un dur labeur et beaucoup de temps leur sont nécessaires pour en refranchir le col. Pour l'heure, ils sont doués d'un mouvement incessant qui les projette hors de leur fourreau poilu et les y remet aussitôt. Je ne puis guère me faire d'illusions sur le projet qui les anime, mais ce que j'ignore, c'est qu'un être à leur race étranger a élargi le champ de leur instinct en y ajoutant un peu de son imagination. Je commence à le deviner quand l'un des monstres, celui qui fait des prodiges de langue au service de ma queue, change brusquement de position sans lâcher son objet et vient se poser au-dessus de moi. Patte arrière de part et d'autre de ma tête, bourse à la verticale de mes yeux, sa pine goutte maintenant sur mon cou, ma poitrine, cependant qu'elle rentre et sort à un rythme accéléré. De plus, dans son excitation croissante, l'animal se met à gratter si violemment le sable que j'en suis bientôt couvert. Le nègre pousse alors un cri bref. Le fauve hésite, comme s'il réfléchissait, puis il s'accroupit un peu, frotte son fourreau velu contre mon visage, fait le doux. Ses cuisses et son arrière-train sont pris de tressautements bizarres. Ses couilles me giflent, il halète. Je comprends qu'il voudrait en cogner, qu'il cherche un trou. Je crie « Non, non !» Un coup de pied du nègre me fait taire, et d'ailleurs l'autre chien redouble d'ardeur. Sa truffe humide se glisse entre mes fesses, renifle l'anus, le fouille à grands coups de museau, puis sa langue s'acharne, tournoie, humecte, veut forcer le sphincter. Ma bite bat à tout rompre. L'envie de foutre anesthésie toute réserve. Mon chevaucheur fléchit les pattes, pose sa poitrine sur ma poitrine, soulève légèrement l'arrière-train et pointe carrément sa pine vers ma bouche. Je revois ma mère. Odeur de sauvagine, disait-elle, en détournant la tête. La lance du monstre est contre mes lèvres. Elle y cogne par saccades régulières, les inonde d'un lubrifiant au goût âcre, les force, glisse entre la mâchoire et la joue, caresse si heureusement la gencive que mes dents se desserrent. Et j'ai dans la bouche cette chose inconnue, cette horreur, cette partie honteuse. Et voici que je ne trouve en moi ni honte, ni horreur. Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pourquoi dois-je apprendre aussi crûment qu'un chien voit un prêtre et que n'importe qui peut m'initier à votre absence ? Maintenant, un doux va-et-vient écrit sur ma langue que tout dogme est méprisable, puisqu'il châtre l'imagination et par conséquent interdit l'expérience. L'écriture me presse, ma langue se décide, elle explore le gland, le sillon qui le souligne à peine, le méa baveusement amer. Le chien se cabre, attentif. Sa langue s'immobilise. Alors la mienne se décide, elle se creuse, ondule, provoque, salive, frétille, lèche. Un long frémissement parcourt la bête qui s'arque vers ma bouche. Mais tandis que nous nous préparons ainsi au combat, l'ombre du nègre nous couvre. Vient-il nous observer de plus près ou m'arracher à mon amant ? Déjà je grogne de fureur à cette idée, car nul mot désormais ne peut franchir mes lèvres, trop occupé à sucer la chose qui entre elles glisse et reglisse. Je loge sous mon palais une caresse dont je rêvais depuis longtemps, sans savoir ce que signifiait le rêve. Mais voici que dans ma bouche, la chose s'arrondit, fait boule, gonfle. Ma langue, dirait-on, est plaquée au sol, mes mâchoires se distendent, obligeant mes lèvres à dessiner le haut le plus stupéfiant qu'elle n'ait jamais décrit. Je suffoque, le nez perdu dans la fourrure. Je suffoque, j'agite bras et jambes comme l'inexpérimenté nageur qui, croyant travailler à son salut, ne travaille qu'à sa perdition. Le nègre devait guetter cet instant. Je l'entendis écraser le sable autour de moi, puis chasser violemment le chien qui fouissait mon cul, et qui hésita à lâcher prise car sa langue justement faisait des progrès. Le nègre ensuite prit mes pieds, releva mes jambes, les noua autour du cou de l'animal avec lequel j'étais embouché. Il avança, saisit mes mains, les noua pareillement sur la croupe de mon chevaucheur, et je me trouvai ainsi suspendu sous son ventre. Le nœud dont ma bouche était trop pleine me liait d'ailleurs encore plus sûrement que mes membres. Il y eut un cri guttural, et le chien aussitôt partit à fond de train.
Mon dos frôlait le sable, se déchirait parfois contre un galet. Des flammes m'enveloppaient, l'air se froissait à mes oreilles. Mon cœur était dans ma gorge, et cependant que je périssais d'asphyxie, je ne percevais rien d'autre que les battements insensés de la pine du chien dans ma gueule et l'enflure de la mienne dans sa bouche. Hécate battait la campagne avec ses monstres. Le croissant était noir à son front, et mon corps simple croissant, tendu entre deux cavités buccales, était noir lui aussi. Quelle ombre sur le seuil, tout à coup. La cage est si étroite, le cœur va se taire. L'air vrombit maintenant. Je n'avais jamais soupçonné ses capacités océanes, son pouvoir de déferlement. Du haut du ciel, roulent vers moi de grandes vagues aux flancs noirâtres qui creusent d'épouvantables creux où nous tombons. La dernière me noie. Quand je revins à moi, les 2 chiens me regardaient. L'un était assis tranquillement, langue pendante, l'autre s'énervait après les filaments blanchâtres qui lui pendaient au menton. Un peu en arrière, très droit, jambes écartées, le nègre me surveillait. À l'instant où nos yeux se rencontrèrent, il bougea, s'avança vers moi, se pencha, me prit à la nuque, me souleva, me traîna, me jeta à la mer d'une poussée brutale. Le choc de l'eau me rendit au présent et à moi-même. J'avais soif comme après l'avalement d'un plat très épicé. Je me lavai, m'ébrouai, puis revins vers l'homme et vers les bêtes. « Je veux voir la comtesse, dis-je. » Un éclair de haine brilla dans l'œil du nègre. Les chiens se jetèrent sur moi en aboyant et de nouveau me firent rouler à terre. Le chien qui s'était contenté de me lécher le cul avait l'air beaucoup plus excité que son confrère. Il limait à toute vitesse dans son fourreau et cette fois s'occupait de me durcir la bite. Résigné à une reddition de la chevauchée précédente, je décidai de me laisser aller et d'accepter le rituel. Mais dès que j'eus atteint l'état propice, le chien, au lieu de venir me flatter la bouche de la pointe de sa lance, me tourna brusquement le dos. Hébété par mon propre désir, je restai au sol, le mât dressé et luisant de bave au soleil. Le nègre hurla, puis voyant que je ne réagissais toujours pas, il vint me prendre sous les aisselles, me jeta à genoux, saisit ma queue dans l'une de ses énormes mains et de l'autre fit se rapprocher le chien en rut. L'animal, parfaitement stylé, recula aussitôt vers moi tout en fléchissant les pattes de derrière pour mettre son cul à la bonne hauteur. Le nègre dirigea alors ma pine vers l'anus de son favori, tout en m'obligeant à saisir des 2 mains sa foutoir en mouvement. Le monstre s'empala d'un coup sur moi, en me baguant la hampe de toutes ses forces, entreprit de me tirer de mon foutre. Cependant, comme mes mains ne lui rendaient guère l'appareil, le chien m'adressa un regard étonné, puis gémit dans la direction de son maître. Ce dernier, voyant qu'il me fallait en adjuvant, prit son poignard par la lame, et d'un coup en enfonça le manche dans le trou de mon cul. Quelque chose d'étrange survint alors dans mon ventre, où s'irradièrent contradictoirement une douleur terrible vers la partie violée et un plaisir également terrible vers mes couilles, si bien que je m'employais de toute ma vigueur, aussi bien à foutre qu'à branler. Ma liqueur jaillit en même temps que celle de la bête, qui se dégagea en hurlant, et je tombai le front contre le sable, prosterné devant l'infini que m'ouvrait cet instant. Cependant, mon cul, toujours emmanché, faisait le beau et tendait sa lame au soleil. Le nègre me releva. « Vous désirez voir la comtesse ?» Je le fixai droit dans les yeux et ne répondis rien. Puis comme apparemment il continuait d'attendre, je retroussai mes lèvres pour qu'il voie bien mes dents serrées. « La comtesse sera heureuse de vous voir. Elle vous attend, et je vous attendais pour elle. » Il me fit pivoter doucement, retira l'arme qui m'empalait, me désigna la mer. « Vous devriez vous laver de nouveau. » Le corps très droit et dents pas raides, je me dirigeai vers l'océan, me baignai longuement, puis revins vers le nègre. « Si vous voulez bien me suivre. » Il ouvrit la marche, suivi par ces 2 monstres, et à mon grand étonnement, alla droit vers la falaise. Quand nous fûmes au pied de la muraille abrupte, il se retourna vers moi, sourit, puis, les bras étendus, se crucifia contre la paroi. Il y eut comme un bruit de roue qui se dégonfle, et une grande porte tourna dans la pierre. Elle donnait sur un immense couloir taillé directement à travers la roche noire. La voûte, les côtés et le sol étaient lisses. Un petit véhicule, sorte de caisson roulant, nous attendait. « Nous serons au château dans un instant, dit le nègre en me faisant signe de monter. Déjà la porte se refermait d'elle-même avec un identique froissement d'air, et nous foncions dans les ténèbres. So many
Bonne nuit, mon chéri. Parfois, lorsque je me couche le soir, j'entends des bruits qui viennent dessous mon lit. Maman me dit que les monstres n'existent pas, mais j'ai peur. Je sens qu'il me regarde, avec ses gros yeux jaunes et noirs, et qu'il me renifle avec son long nez bleu turquoise. Non, n'importe quoi. Il a une grande bouche rouge, avec des dents blanches et pointues, 2 petites oreilles tordues, des cheveux violets ébouriffés, Mais, je sors de chez le coiffeur. et une grosse tête effrayante. Si je peux me permettre, petit enfant, je suis un très joli monstre. Mais si tu trouves que ma grosse tête verte est vraiment trop effrayante, alors je m'en vais. Oui, va-t'en, avec tes cheveux bizarres. Oust, partez, petites oreilles tordues. Va-t'en, long nez bleu turquoise. Non, pas mon nez. Du balai, grosse tête verte. Tu me fais perdre la Tu tête. parles trop. Allez-vous-en, grande bouche rouge et dents pointues. Au revoir, grand monstre vert. C'est dommage que tu me fasses partir maintenant, moi qui voulais m'amuser. Voilà. Et voilà, donc une belle lecture suivie des Stooges, I Wanna Be Your Dog. Alors il y avait juste un truc que je voulais dire, c'était que Dick en anglais, ça veut dire un homme mauvais et méprisable, ça veut dire un détective privé, et c'est aussi le diminutif de Richard ou Richard, et aujourd'hui c'est la Saint-Richard. Donc bonne fête à tous les Dick, voilà, que ce soit de Dick Rivers à Philippe Cadic. Et donc j'avais un texte à vous lire. Un peu pour continuer à un peu réfléchir et à s'amuser. C'est sur l'idée de représentation, ça s'appelle entendre des voix. Il faut sortir à tout prix de l'idée de représentation. Nous ne sommes ni l'Assemblée nationale ni le pape. Nous ne prétendons pas parler au nom des queers de tous les pays, car l'universel, ça rend méchant. Il n'y aura ni quota, ni tableau Excel. Car représenter, c'est parler à la place des autres. Et parler, c'est être écouté, c'est faire, c'est avoir du pouvoir. Car signer les queers, c'est faire comme s'il existait un groupe tel que tous les chelous du monde, ou toutes les meufs qui aiment les meufs. Il n'y a pas de nation des gouines, des PD, des trans. Nique les patriotes. Il ne s'agit pas non plus de dire chacun son expérience et tout le monde chez McDo. Il y a des oppressions spécifiques du fait de sa condition. Une gouine et un PD ne vivent pas dans le même monde. S'en rendre compte, c'est un outil précieux pour comprendre sa position. C'est un savoir qui fait écho à ces moments joyeux où l'on se rencontre et qu'on se dit « Avec toi c'est facile, je n'ai pas besoin de tout réexpliquer. Toi tu me comprends. Le monde dans lequel tu évolues n'est pas si différent du mien. Mais dire cela ne suffit pas. Et tout expliquer par ce prisme, c'est se tromper. Ne dire que cela, c'est s'exposer aux défauts que ce modèle porte en lui. Celui de devenir un herboriste de l'identité sexuelle. Dire LGBT a montré ses limites. Alors toujours, on rajoute de nouvelles lettres. Si ce modèle permet de comprendre les oppressions spécifiques, alors comme tout modèle, on peut l'affiner à l'infini. On se balade, on découvre une fleur qu'on n'avait jamais vue, là, 2 autres, et, ne rentrant dans aucune case, on en crée une nouvelle. C'est une lutte acharnée pour remplir son Pokédex. Après des années de classification et d'études, cette science déclare être arrivée au LGBTQIA 2S+. Toute la blague tient dans le plus. Si cette classification avait voulu être exhaustive à moindre frais, il aurait fallu s'en contenter. Nous sommes les plus, les pas encore découverts. Être un herboriste de l'identité,
guidé par le désir d'exhaustivité, c'est encore céder à cette manie de représentation. Chaque discours devrait être adressé à tout le monde et représenter tout le monde. Et surtout n'oublier personne. Toujours répéter. Et aussi les personnes racisées, alors qu'on est entre blancs. Toujours répéter. Et aussi les personnes trans, alors qu'on est entre cisgenres. Toujours parler à la place des autres. Toujours tout le monde, qui a tout le monde, parle de tout le monde. N'oubliez personne. C'est parler à la place, et parler à la place, c'est dire des conneries. Bref, nous revendiquons l'idée de partir de soi et de faire entendre des voix. Bien entendu, cela ne veut pas dire forcer les gens à parler de leur vie sexuelle. Nous ne sommes pas la police des culottes, nous n'extorquons pas des aveux. Car une voix n'est pas forcément qu'une suite de mots. Il y a des intonations, des tics, des bruits. Tout part de l'idée que ce qui est dit en partant de soi est susceptible de provoquer des échos inattendus. Mais oui, c'est ça. Et des mondes se rencontrent. Nous voulons devenir une chorale expérimentale. Nous ne sommes ni une collection d'individus, ni un groupe uni. Nous sommes une constellation. Et nous deviendrons monstrueuses. Voilà. C'était mon texte. Waouh. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, c'est moi qui l'ai écrit, mais est-ce qu'on peut savoir si c'est pas un peu nous tous qui l'avons écrit, et nous toutes même? Moi, je voulais qu'on commence cette petite discussion pour parler, en fait, justement, comme je l'annonçais tout à l'heure, de l'importance que ça a, cette figure du monstre, dans ce qu'on pourrait revendiquer. Et qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant qui est peut-être presque conceptuellement de dépasser ce qu'est le queer et ce que propose le queer. Et j'aimerais entendre ce que vous en pensez de tout ça, les amis. Ouais. Bah ouais, moi je trouvais ça cool qu'on fasse cette émission là-dessus ce soir parce que la figure du monstre c'est un truc dont on parle depuis quelques temps, et au final en parlant entre nous tout à l'heure on se disait que finalement c'était là depuis un moment, mais c'est vrai que c'était là sans qu'on le verbalise forcément beaucoup, mais que là de plus en plus on est assez d'accord sur le fait que la monstruosité, enfin le terme de monstre est quelque chose qui nous représente bien, et c'est vrai que dans cette idée de dépasser un peu le queer, enfin c'est-à-dire que moi je me retrouve un peu dans ce truc là aujourd'hui. Ça veut dire quoi être queer, et en fait je sais pas, dans ton texte à un moment tu parles par exemple de toutes les lettres etc qu'il peut y avoir dans maintenant LGBTQIA+, etc. Et c'est vrai que le terme de monstrueux, là, il me paraît pertinent aujourd'hui, puisqu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que dire je suis queer, c'est un peu comme dire, je sais pas, c'est tout et rien à la fois, en fait. Genre, le queer, il y a déjà plein de branches qui existent, mais c'est qu'en fait, c'est, pour moi, en tout cas, beaucoup récupéré et déjà dépassé dans ce sens-là, en fait, puisque à partir du moment où on voit qu'il y a des soirées qui font un peu leur business là-dessus, oui, voilà, dans ce moment-là, je me dis que c'est dépassé. Et du coup, la figure du monstre, là où elle me parle, c'est que dans le sens positif du terme aussi, attention, parce que nous, on le prend comme ça, évidemment, mais c'est vrai que quand on entend le terme monstrueux, souvent, ça renvoie à quelque chose de « oh mon Dieu, c'est horrible ». Alors que non, en fait, on peut être monstrueux et fabuleuse et fabuleux à la fois, et même, en général, ça va avec. Mais c'est que du coup, la figure du monstre, c'est une figure du hors-norme et un peu limite de l'intouchable, et qui en même temps effectivement fait peur. Mais elle fait peur à qui ? Elle fait peur aux gens qui ont la peur de l'inconnu aussi, en quelque sorte. Du coup, voilà, moi je commencerai par ça. Mais ouais, moi c'est ça qui m'intéresse aussi vachement dans cette figure, c'est qu'à la fois en fait, c'est une insulte, quoi. Enfin, c'est une insulte, et c'est aussi ce qui représente ce qui est pas normal, ce qui est en dehors de la norme, quoi. Et mais sauf que c'est une insulte beaucoup plus générale, en fait, beaucoup plus indistincte que queer, par exemple, qui veut dire chelou, mais qui est devenu un peu pédé, un peu plein de choses, quoi, et qui maintenant est devenu cette espèce de construction universitaire qui est un peu fatigante au bout d'un moment, et cette construction hype et commerciale. Parce que la figure du monstre, ce qui est bien, c'est que déjà, je trouve ça hyper dur à récupérer d'un point de vue capitaliste, parce que
c'est possible, hein, le capitalisme il peut tout récupérer, mais c'est pas très sexy honnêtement. Ça sent la merde, ça sent les égouts. Ça fait peur. Et voilà, moi c'est le deuxième truc qui me plaît dans la figure de monstre, c'est que c'est quelque chose qui par définition est menaçant en fait. C'est vraiment une menace à la norme quoi. Alors que être Gwyn, PD, trans, avoir une identité comme ça, c'est pas forcément menaçant en fait. On voit bien ce qui se passe avec la récupération de ces identités par le néolibéralisme. Mais voilà, c'est ce qui se passe quoi. Donc vraiment le monstre. Et en plus, troisièmement, c'est qu'il y a ce truc de dire que c'est un cassage de frontières quoi. C'est presque un truc unicide. C'est contre l'individu en fait. Le monstre, c'est l'anti-individu. C'est-à-dire on peut pas savoir ce qui fait partie d'un individu ou d'un pas. Enfin c'est une torpille contre le néolibéralisme en fait. Et moi c'est pour ça que je trouve ça génial quoi. On adore. Aussi, ouais, le monstre il a pas de genre, il a pas de forme, il a pas de, il est pas humain. Il est même pas humain. Il est pas humain. C'est ça, on peut plus dire on est tous des humains. Il y a plus d'oppression, c'est bien. Il y a pas de trans, il y a pas de PD, il y a pas de lesbienne, il y a pas de. Peu importe. Il y a pas de noir. On a qu'à enlever aussi la catégorie humain-inhumain. Oui, tu vois, oui, à la limite, pourquoi on la rajouterait? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le monstrueux, on aurait tendance à penser à ça, mais quand tu dis, ce qui est bien avec l'idée de monstruosité, c'est que justement, on sort de la question de la représentation et de l'identité. C'est bien que du coup, à l'intérieur de la figure qu'est le monstre, il n'y a aucun des traits caractéristiques par lesquels on a l'habitude de reconnaître la personne et justement de la classer et de la ranger. Et c'est bien là que c'est important, c'est que du coup, les traits qui vont venir en premier sauter aux yeux, ceux du monstre, ils sont effrayants, mais en fait ils sont effrayants parce qu'on peut pas les classer en fait, on peut pas. Et donc un monstre, il a toutes les formes possibles. Il est pas juste inhumain, il a toutes les formes possibles. Ce qui est monstrueux, c'est justement ce qui fait peur parce qu'on sait pas ce que c'est. Et donc c'est plutôt cette question de fuite de la représentation et de l'identité, moi qui me plaît dans l'idée du monstre. Notamment parce que on a beaucoup parlé de cinéma. Pourquoi est-ce que on créerait toujours des personnages légèrement plus gays, légèrement plus queer, etc. Donc on est toujours en train d'affiner les nouvelles identités, alors qu'au fond, il y a bien des façons de représenter qui ne représentent pas des identités et qui mettent en jeu des signes qui sont autres que reconnaître. Et ça, c'est pas que la question du monstre ou du film d'horreur, c'est la question de tout un cinéma politique qui refuse le personnage, qui refuse l'identification. Très très important, moi je trouve. Et même aussi dépasser le visage quoi. Enfin, c'est un truc le visage comme outil d'identification, de classification. Il y a une idée d'anonymat dans le monstre aussi qui est assez tout à fait d'anonymat ouais. en fait. Ouais. C'est vu que ça dépasse l'individu, ça détruit même et ça déconstruit pas, hein, ça détruit qu'on se trompe pas. L'individu c'est le visage, l'individu c'est une tête qui va individuer des parties de matière quoi, et du coup là il y a plus de visage quoi. Oui. Mais du coup pardon, mais c'est parce que tout à l'heure quand tu faisais le texte aussi pareil, tu vois, quand tu parlais, on revient encore une fois à toutes les lettres, etc. Je crois que c'est Sam Boursier, peut-être vous me dites si je me trompe, mais qui parle du management des identités. Oui. Et c'est vrai que moi ça me parle énormément. Je veux dire, on en arrive à quelque chose où en fait, c'est un peu ça, mais dans le queer il y a plusieurs courants et du coup des personnes qui, il y a par exemple le courant de la multiplication des genres ou détruire le genre, ce genre de choses. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le monstre, du coup, c'est clair, on dépasse ce truc de chacun a sa propre identité qui va valoriser plus ou moins, etc. Et qui va aussi rentrer qui va aussi faire du capital, en fait, en quelque sorte. Le monstre, il a un truc en fait, individuel, parce qu'on peut chacun avoir son propre monstre quelque part et du coup, et être en opposition à la norme. Mais par contre, il a quelque chose où il regroupe, où il forme, où il reforme une espèce de masse comme ça, et en fait, ou simplement qui se base sur le hors norme, quoi. De toute manière générale que ce soit. Mais c'est pas une classification identitaire en fait. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. On va le répéter encore ce soir, on l'a dit déjà à la dernière émission, mais c'est Hélène Azera qui dit que les queers, c'est les maoïstes du genre. Et c'est entend dans le sens où derrière le queer, il y a quelque chose de très dogmatique en fait, qui nous enferme beaucoup. Et notamment qui nous enferme dans une identité.
Alors que, quand on regarde les figures de monstres, que ce soit les chimères, les sorcières, les amazones, etc., elles sont à la frontière entre le naturel, le surnaturel, le réel et l'irréel, voire le virtuel. Il y a un truc complètement... et que c'est très souvent, c'est des êtres qui ou s'exilent eux-mêmes de la normalité ou en sont bannis. Mais ça me fait penser à quelque chose que je viens de me dire là. Ce qui peut être aussi beau dans le monstre, parce que tu vois, tu parles des chimères, des amazones, tout ça, c'est que bon, du coup, il y a le côté hors norme qui dégoûte, etc. Mais il y a aussi le côté très fantasme au final qui peut, comment dire, je sais pas comment expliquer le truc, mais du coup, qui quelque part fait un peu fantasmer. Peut faire fantasmer les gens, quoi, tu vois. Et Oui. quelque part, c'est un peu beau quand même. C'est le fantasme des pouvoirs magiques, quoi, non? On a tous voulu être non, c'est celui des bandits. Être mis au banc, c'est les bandits. Oui. La mise au banc, c'est... Mais moi, ça me paraît bien parce que c'est beaucoup... Moi, je vois le féminisme matérialiste. C'est ce que je voulais me dire un peu dans le texte, hein, mais féminisme matérialiste, elles disent des choses très très justes sur les oppressions qu'on va vivre, etc. Mais au bout d'un moment, on sait ça et on dit, et alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on le sait, mais on va un peu on va faire quoi? On va pas juste se concentrer sur ça et pleurer dans son coin. Donc là, on va vouloir se tourner vers les trucs queer. Qui disent des choses hyper justes dans la destruction du genre, de la binarité du genre et tout ça. On va essayer de faire croire qu'on a lu Judith Butler, ce que personne n'a fait en fait. Jamais en entier en tout cas. Même jamais en entier. Jamais en entier. Jamais en entier, voilà. Alors ceux qui l'ont lu en entier n'ont pas compris en fait. Et Mais pourquoi tu dis ça? Mais je rigole, peut-être Queen. Moi j'ai pas compris en tout cas. Et du coup, voilà, c'est ce truc queer là qui quelque part finalement maintenant devient, en fait, est plus très sexy. Ça a jamais été super sexy cette vision. Moi, selon moi, hein, c'est mon avis personnel, mais qui a jamais été super sexy parce que c'est un truc très universitaire et très conceptuellement qui est intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien avec ces figures de monstres, c'est que ça appelle un imaginaire aussi. C'est qu'il y a des espèces de figures qui étaient là dans notre passé, dans notre folklore, qu'on peut reconvoquer, qu'on peut réutiliser. Et on est assez libre et on peut faire des blagues et on peut se raconter des histoires au coin du feu et lancer des sortilèges. Ce qu'on ne peut pas faire avec Judith Butler. Non, mais avec Judith Butler, on est seul. Quand on a un monstre, on n'est jamais seul en fait. Après, on oublie souvent parce qu'on a tendance à parler de la perte de sens qui accompagne certains mots une fois qu'ils deviennent à la mode, ou une fois qu'ils sont trop répétés, ou une fois qu'ils sont trop réappropriés, comme queer. Ça peut être aussi comme hipster. En fait, si on historicise le vocabulaire, on peut se rendre compte que queer, à un moment donné, quand même, avant Judith Butler et avant d'autres gens, c'était vraiment une positivité. Ça avait à voir avec des gens en devenir. C'était des êtres en devenir et ça avait rien à voir avec la question d'identité. Et la question d'identité vient à partir du moment où le nom vient désigner un groupe fermé ou des traits d'identité fermés. Et bon, c'est pas la même chose de désigner un groupe avec un nom que de nommer un processus qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'il y a eu un moment où queer, ça voulait dire quelque chose qu'on était en train de vivre et tout un mouvement. Et en fait, c'est juste, en fait, c'est peut-être son usage et son recyclage qui fait devenir ce mot pas très désirable, mais en même temps, il faudrait beaucoup plus travailler là-dessus. Moi, je pense aussi l'histoire des mots. Par exemple, hipster... voilà, on sait tous que hip c'était cool, et puis cool, mais dans le sens c'était les nègres blancs. Justement, il y avait le mot nègre dans le texte de Bernard Noël, mais voilà, il y avait un mot positif pour dire pour mélanger justement les différentes façons d'être au monde dans la société, les noirs, les blancs, et c'était les outsiders en fait. Par exemple, pourquoi outsider ça nous plaît, ça potentiellement, alors qu'en fait queer tout de suite on fait maintenant. Voilà, donc il faut aussi se questionner sur est-ce que c'est pas c'est pas le mot qui est galvaudé, c'est l'usage là présent qui nous entoure, qui nous embête. Mais dans son histoire, elle a eu plein de sens qui ont été chouettes potentiellement. Il y a quand même un souci, ça reste un mot anglais et un mot d'un langage impérialiste. Aussi.
Ouais, mots anglais, ça c'est sûr, mais Mm. on n'arrête pas d'en dire des mots anglais. Oui, bien sûr. Non, mais je dis pas, mais il y a un truc quand même. Enfin, c'est ni en mot cambodgien, ni en mot en zoulou, ni ou je ne sais pas en quelle langue, ni en arabe même. Enfin, c'est un mot d'une certaine partie du monde. Et c'est devenu une Avec ce que catégorie. ça implique derrière. Et c'est devenu une Et catégorie. c'est devenu une identité en fait. Et une identité, ouais. Ouais, alors que c'est... Et un dogme. Et un dogme. Et... Mais en fait, c'est devenu tellement plein de choses. Et c'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'embête de toute façon avec ce vocabulaire aujourd'hui. Et c'est pour ça, enfin, j'entends ce que tu dis, en fait. Et oui, effectivement, à une époque, etc. Et puis, je pense que ça a été nécessaire, de toute façon, au-delà même de est-ce que c'est bien ou pas. Enfin, c'est même pas la question. Mais c'est que aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que dire queer, ça veut dire... Ça porte tellement de choses et enfin je trouve que c'est Que ça porte plus rien, en fait. ouais, et puis c'est glissant en fait, c'est-à-dire que même moi à l'époque mais après ça c'est un avis très personnel hein, mais à l'époque où j'ai commencé à connaître le queer justement tout ça m'a paru d'une évidence folle et c'était hyper simple de me revendiquer d'identité politique queer, etc. Et c'était par quoi? Et comment? C'était par quel texte? C'est d'où? Dans quel par contexte? Too Much Pussy d'Émilie Ok. Jouvet. Où, ouais, c'est vraiment le premier film queer et où là j'ai compris, on m'en avait déjà un peu parlé, mais où là j'ai vraiment compris ce que c'était, quoi. Enfin, à travers un certain prisme, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça me paraissait hyper évident à l'époque. Et aujourd'hui, alors que j'ai lu quand même plus d'ouvrages, que j'ai vu plus de films, que j'en ai beaucoup parlé avec les potes, etc., mais ça me paraît beaucoup plus laborieux et j'ai beaucoup plus peur, en fait, de l'utiliser, quoi, en me trompant. Enfin, c'est très personnel hein, comme avis, mais du coup... Mais je crois qu'on s'est posé la question aussi parce que on se reconnaissait tous pas dans le sigle alphabétique LGBTQIA+, etc., etc. Et qu'en luttant, qu'en rencontrant des gens, en discutant et tout ça, on se rend compte que queer, ça pose des soucis aussi maintenant. Et que quelque part, on a peut-être besoin de en tout cas politiquement quand on agit, de définir certaines choses et qu'on ne peut pas les définir en fait si on n'a pas de nom, enfin, si on peut pas, même si il n'y a pas besoin d'une identité précise, etc. Mais avec le monstre Moi, apporte peut-être ça qui est intéressant. Moi, je suis persuadé que la lutte politique passe par la création de nouveaux mots et l'apparition de nouveautés passe par la création de nouveaux mots parce que on arrive à dire des nouvelles choses et je suis hyper d'accord avec ce que tu as dit, Queen, c'est que faire la différence entre l'usage et l'histoire du mot, quoi, que l'usage est hyper galvaudé maintenant et que en fait surtout le vrai problème c'est pas tant que ce que ça décrit comme idéologie et comme idée du monde, c'est plutôt le pouvoir que ça donne en fait à la personne qui va le prononcer, ce mot, et ça va lui donner une espèce d'aura cool, et moi c'est vraiment le capital cool. Et moi, les mots repoussoirs comme ça, je m'en méfie comme la peste. Parce que quelqu'un qui va te dire, ouais, je fais du queer, ou j'ai vu un truc queer, ou j'ai fait ça, d'un coup, ça les rend les choses bien, en fait. Et du coup, ça donne du pouvoir dans la conversation. Et on n'a pas envie de mots comme ça qui donnent du pouvoir. Le nombre d'hétéros, il y a qu'à voir certains acteurs à Hollywood qui se revendiquent comme queer dans des interviews, et puis qui derrière, Mais ça empêche la remise en question, quoi. Miley Cyrus, James Franco... Surtout James Franco, hein, qui envoie sa bite, une photo de sa bite aux gens. Oui, aux meufs. Aux meufs, oui, aux gens. Oui, aux meufs. Moi, j'en ai jamais reçu. Je suis pas sûre, sur la question des nouveaux mots, moi je suis pas très certaine, parce que quand même les gens qui ont inventé des nouveaux mots, c'est pas toujours des gentils. Tu vois, les gens qui ont inventé des nouveaux mots, de nouveaux usages de mots, bah, y a les nazis parmi eux, la langue du Troisième Reich, etc. Donc tout le sens que prenait, je sais pas moi, fanatique sous les nazis, c'était quand même un peu... Et puis tous les jours, il y avait des mots qui venaient euphémiser ce qui était mis en place dans la politique. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on dit qu'il faut inventer des nouveaux mots. Je pense que c'est plutôt justement, il faut faire très attention à notre propre rapport au langage. Et quand on dit on veut pas queer, en fait, moi je trouve que le plus intéressant là-dedans, et comme dans le monstre, c'est de ne pas vouloir que les mots... ferme notre rapport au monde, et surtout du coup il faut avoir des formes de discussion qui permettent de parler d'autres choses.
Donc, et c'est le truc le plus important que tu as dit dans ton texte tout à l'heure, c'est quand tu dis, le pire c'est quand on parle à la place de quelqu'un. Et donc parler à la place de quelqu'un, pourquoi ? Parce que ça empêche que justement parler ce soit une conversation. Et voilà, parce qu'on n'a pas besoin juste de discuter, quoi. Il faut qu'on converse et il faut qu'il y ait des choses qui soient des sortes de petites conspirations. Et surtout, c'est justement parce que, tu l'as dit aussi, on a une multiplicité de gens absolument irréductibles les uns aux autres, que potentiellement on aurait quelque chose à se dire, et donc à dire ensemble. Et c'est dommage qu'on ne se sente plus dans les manifs tous ensemble. C'est peut-être le truc qu'on dit plus, mais c'est assez joyeux en fait. Mais tous ensemble, voilà, mais irréductiblement... Ça rappelle les matchs de foot, c'est pour ça. Non. J'avais lu le que sais-je sur les sectes. Je vous conseille d'ailleurs, c'est un super que sais-je. C'est pas la première fois que t'en parles. Ouais, mais parce que ça m'a marqué, j'adore les sectes. Enfin, j'adore m'intéresser aux sectes. C'est un groupe commun, étonnant. Voilà, je trouve ça très très mal. Voilà, vous inquiétez pas sur ma moralité. Et on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, personne ne me voit. Il disait que dans les sectes, ils avaient un rapport au langage qui était hyper drôle. C'est que, enfin non, il disait pas drôle, hein, l'universitaire, mais il disait étonnant. Détonnant. Que en fait, ils prenaient dans les sectes, ils avaient tendance pour justement manipuler les gens. Ils avaient tendance à prendre des mots du langage courant pour leur donner un sens hyper différent en fait. Et donc de prendre un mot, je sais pas. Bon, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais je trouvais ça hyper intéressant en fait, ce que ça pouvait faire justement le langage par rapport à ça justement, que ce soit pas que dans la novlangue. Là, tu disais les nazis, mais moi c'est un peu, c'est ça, c'est les trucs, les exercices de novlangue, les start-up. Voilà, le novlangue, voilà. Mais c'est juste, je dis pas que toute création de nouveaux mots et de nouveaux concepts est bien, hein, au contraire, hein, enfin vraiment, parce que toutes les disruptions et les trucs qu'on comprend pas ce que c'est, ça c'est de la manipulation mentale, hein, c'est rien d'autre. Mais et comme les chemtrails, mais je pense que là, théoriquement, moi en tout cas, pas pour moi, il me manque quelque chose en fait. Dire, au niveau des mots, moi je n'arrive pas, et c'est peut-être bien, hein, j'en sais rien, hein. Peut-être ça nous force à avoir une remise en question perpétuelle, mais juste pouvoir un peu penser sur ce qu'on a envie de dire, sur ce qu'on a envie comment on a envie d'agir sur le monde, par nos mots, par nos gestes, par nos actes. Mais queer, ça me suffit plus, hein. Enfin, ça me suffit plus. Les concepts de performance, les trucs de Judith Butler, ça me suffit plus en fait. Et on en voit la limite là. Moi, je pense qu'on en voit la limite. Il y a besoin de nouveaux mots là, de nouveaux concepts quoi. Mais parce que ça ferme des choses en fait, et que ça empêche et ce que la figure du monstre peut-être n'empêche pas encore, parce que bon, peut-être que ce sera récupéré dans très peu de temps aussi, hein, mais ça empêche des manières possibles d'envisager et la vie et la lutte et notre façon d'être au monde en fait. Mais après, je pense qu'il faut pas le voir comme je sais pas si c'était ça, mais comme une césure non plus. C'est pas de dire à mort le queer, vive le monstre, quoi. Non, c'est une mutation. Oui, c'est ça en fait. C'est que c'est des choses qui se suivent, qui s'entremêlent, et parce que queer, on l'utilise quand même encore certaines fois et tout ça. Mais en fait, moi, c'est juste que ça vient à me dire que voilà, quand j'utilise queer, maintenant, je sais que je fais attention de préciser comment, quand, à quel endroit, enfin. Genre et que je peux plus dire queer tout simplement comme ça, comme si ça sortait de nulle part, quoi, comme une évidence. Parce que le queer qui est évident pour la majorité des gens, j'ai la sensation, c'est pas du tout le queer dans lequel je me retrouve. Et je pense que c'est pareil un peu pour nous tous ici, du coup. Mais avant, je sais que le concept de paysage est un concept assez récent. Et je crois que ça date du 15e, 16e siècle. Mais avant, on disait pas des paysages, on disait rien en fait. Et avant, les gens, ils voyaient juste des arbres et des montagnes. Et maintenant, ils voient des paysages. Donc, voilà, je pense... Ouais, je suis un peu obsédé par le travail du langage, mais... voilà. Je vais juste dire ça. Faut devenir poète. Mais oui. Mais c'est ce que tu dis souvent, Anna, c'est que les gauchistes ne lisent plus de poésie. C'est pas de moi, mais... oui, mais tu le dis c'est souvent. Un emprunt à Nathalie Quintal, icône gay. En tout cas, tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler vachement, en fait. Il faut travailler, il faut penser, il faut réfléchir avec, il faut continuer à parler, à se parler,
Parce que voilà, c'est pas juste queer, ça suffit plus. C'est qu'en fait, on a besoin de continuer à élaborer un rapport au monde avec le langage et pas contre lui forcément. On a le thème de la prochaine AG. Hein. Mais non, mais c'est jamais avec ou contre le langage. C'est toujours le langage qui... C'est le langage comme outil de pouvoir, quoi, en fait. C'est juste notre rapport au pouvoir, quoi. Et que... parler comme un universitaire, ça nous donne du pouvoir. En fait, moi, je me moque de Judith Butler, mais c'est un truc que je pense profondément et sérieusement, c'est que... Trouble dans le genre, qui est quand même qui a été présenté comme un classique des années et des années sur le queer, et ça aurait été l'ouvrage qui a fondé le queer, je le trouve pas du tout accessible, en fait, par exemple. Tu vois, et que c'est un langage universitaire, c'est... Il y a quelque chose, une domination par le langage et par le savoir, par exemple, tu vois, c'est ça que je voulais dire, en fait. Je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que la question, elle se pose pas là. Les gens qui font un travail universitaire, ils font un travail universitaire. Et puis bon, je sais pas moi. Ça s'irrigue quand même à la longue, le travail universitaire. Non, mais c'est pas ça. C'est plutôt. Tu vois, on parlait à la place 2. La question, c'est plutôt est-ce que à l'intérieur de ce que t'écris, tu laisses d'autres voix exister et voilà, est-ce que tu donnes une place au savoir assujetti, c'est ce que voulait Foucault. Et ça, franchement, moi, je pense qu'il y a tous les gens qui ont fait ceux qui viennent de la French Theory et les Américains qui ont fait de la philosophie après, ils l'ont fait, quoi. Au bout d'un moment, donner la voix aux minorités, c'était pas rien, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas non plus... et en plus, moi, je crois surtout que c'est quand on prend un livre, tu lis les 20 premières pages, tu comprends rien, tu te dis mais comment il parle, quoi, c'est quoi son langage, c'est quoi ces mots qui sont familiers, c'est quoi les mots qui lui sont familiers à cet auteur, et en fait on tombe dans un monde qui nous est un peu étranger, donc c'est comme avec une conversation avec un inconnu, il faut du temps, quoi. Donc c'est pour ça, moi je dis j'ai lu que le début du livre, mais c'est le problème, c'est que si j'avais lu que le début de l'Image-temps de Gilles Deleuze, j'y comprendrais rien. Sauf qu'en fait, c'est parce que de chapitre en chapitre, il y a quelque chose en fait, c'est comme écrire par fragment, de fragment en fragment, tu te mets à comprendre quelque chose parce que ton propre rapport se configure. Je pense qu'il faut du temps et surtout, ce que je voulais dire en parlant de Judith Butler, c'est que il faut pas nier quand même que moi j'ai ce rapport-là, en tout cas, c'est que les textes qui sont anglo-saxons ou allemands, qui sont pas français, en fait, je sens qu'il y a une distance et je suis sûre qu'elle est géographique. J'en suis persuadée. Elle est vraiment géographique et historique, certainement, puisque du coup l'histoire et la géographie. Ouais, mais oui, alors j'entends ce que tu viens de dire et ouais, mais par contre, je pense que dans le truc de rentrer dans le monde de l'auteur, etc., je veux bien qu'à un moment donné, on ait aussi un peu un effort à faire et que c'est un dialogue et que c'est ça aussi qui rend le truc un peu beau, j'en sais rien. Mais je pense qu'à un moment donné, les auteurs, ils sont aussi des efforts à faire, quoi. Et pour le coup, Judith Butler, moi, j'ai essayé de la lire. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai vraiment essayé de lire ce bouquin. J'ai fait des études qui sont censées me rendre la lecture quand même un peu plus facile que si j'avais rien fait de ce côté-là. Enfin, normalement, c'est ce que l'université te prône, tu vois, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment pas accessible du tout, quoi. Et il y a une différence entre essayer de rentrer dans un monde et que le livre soit complètement un frein, en fait. Et là où je rejoins Lolo, c'est que le langage a un pouvoir aussi, et effectivement, et c'est là où moi ça me pose problème, tous les théories sur le queer faites par des universitaires, etc. Je dis pas que, pour moi c'est nécessaire aussi, on en a besoin, et que ça passe par là aussi, ça fait avancer certaines choses. Mais quand même, ouais, ça fait que les personnes à qui c'est censé s'adresser, parce que le queer ça concerne quand même à la base des personnes marginales, etc. Tout ça, j'ai l'impression que tout le monde est laissé en dehors et qu'en fait c'est juste des profs qui se parlent entre eux, quoi. À un moment donné, moi ça me fait cette sensation là et ouais, et du coup je trouve ça un peu embêtant. Donc oui, je comprends ce que tu dis, et en même temps je pense que les auteurs des fois, en tout cas les auteurs universitaires, ils ont un peu des efforts à faire aussi quelque part, quoi. Tu vois, tu peux pas Il y a deux choses différentes. Il y a soit les textes universitaires sont absolument hermétiques et sont destinés que à l'université. Potentiellement, ça existe, les textes comme ça, c'est sûr. Mais ça en fait pas des dialogues moins intéressants
parce que finalement c'est aussi ces dialogues-là qui vont faire naître d'autres textes que potentiellement on pourra lire. Non, mais par contre, moi je suis absolument contre la vulgarisation ou la démagogie, par exemple. C'est-à-dire que tu vois, c'est un autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut faire attention quand on dit ça aussi. C'est que, voilà, je trouve. Voilà. Après, moi, mon grand thème de travail, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une écriture est partageable? Donc je comprends bien aussi son désir là-dedans, et moi je trouve ça, c'est sûr, à fond. Mais par exemple, je sais pas moi, Gilles Deleuze, quand il écrit Le Pli sur le baroque, c'est Leibniz. Franchement, il y a des surfeurs qui le lisent qui disent mais le pli c'est nous. Donc franchement, en fait, n'importe qui peut lire n'importe quel texte. Oui, c'est la question de l'appropriation et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu rencontres quelque chose dans un texte. Et d'ailleurs, un livre, si tu rencontres rien dedans ou si tu n'arrives pas à les lire sur le moment parce que c'est pas ton rythme, si tu swings pas avec, bah tu le fermes. Tout simplement, quoi. Et tu le reprends 15 ans plus tard. Mais du coup, est-ce que être illisible, ce n'est pas être monstrueux quelque part? Oui, mais c'est être incompris aussi. Donc, est-ce que Judith Butler n'est-elle pas un monstre? Mais justement, moi, c'est un super exemple, Gilles Deleuze, parce que, et en plus, il travaille dessus, et c'est que, Gilles Deleuze, en fait, il a un rapport aussi à la poésie et au langage, quoi. Que je pense, par exemple, à Judith Butler, qui parle en fait comme qui a sa tradition de philosophe analytique, quoi, qu'ont les Anglais ou les Américains, contrairement aux philosophes continentaux ça c'est une construction des philosophes anglais et américains, quoi, qui font la distinction entre ce qui se faisait sur le continent, en France, en Allemagne, où ils disaient mais ils parlent comme des romanciers ou des poètes. Que ce soit les Foucault et les Deleuze, ils sont là, mais c'est pas un langage, c'est pas un travail bien fait, c'est pas un travail sérieux. Ils parlent comme des poètes, ils se permettent tout. Et les philosophes analytiques du genre Austin, ou qui font des espèces de distinctions, de sous-distinctions, qui parlent comme les philosophes scolastiques. Moi, je trouve ça assez chiant, en fait. Enfin, vraiment. J'ai compris un mot sur deux. Non, mais c'est une espèce de. Voilà. Mais c'est une espèce de. Ouais, bon, c'est un peu chiant peut-être ce que je raconte. Ah non, pas du tout. Non, mais moi, je trouve que c'est hyper important et je suis pas du tout pour le discours de dire que tout est accessible à tout le monde, et c'est comme dans l'art où on veut nous faire croire que, par exemple, le théâtre, tout le monde peut aller voir du théâtre n'importe comment, et puis si on comprend pas, c'est qu'il faut pas comprendre, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a des universitaires qui écrivent des choses et qui savent très bien que ce qu'ils vont écrire ne sera pas lu par une certaine partie de la population. Et je suis pas d'accord avec tout est accessible à tout le monde. Enfin, de là où on parle, c'est peut-être facile de le dire, mais en fait, j'y crois pas du tout à ce truc-là, quoi. En fait, le gros problème, c'est la question de la diffusion. C'est même pas la question de l'écriture. Enfin, la question de l'écriture, c'est une des plus grosses, mais franchement, c'est plutôt quel éditeur ou quel producteur rendrait possible de rendre public tel texte tel qu'il est. Franchement, il y a vachement de contraintes aussi à ce niveau-là. Faites des fanzines. Ouais, mais il y a plein d'historiens, on leur propose de faire l'histoire vulgarisée de Gaulle. Ça fait 150 ans qu'on leur propose ça, même avant qu'il était né, on leur proposait. Mais oui, mais moi, mais alors c'est ça, il faut avoir un style monstrueux, moi, c'est bien, hein. Mais je pense que le monstrueux, des fois, j'ai l'impression, mais... J'ai l'impression que le monstrueux, ça passe par le sensible, en fait, aussi, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'avoir un style monstrueux, ouais, carrément, quoi. Mais du coup, même si, de fait, dans l'écriture, tu comprends rien, entre guillemets, genre au niveau, on va dire, du cerveau, enfin, t'arrives pas comment expliquer, t'arrives pas à comprendre le sens profond de la chose, etc. Mais que par contre, ça agisse, je sais pas, sur une part sensible aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, et on en revient à ce que tu disais, Deleuze, Butler, par exemple, où je trouve que, ouais, il y a... Ou Le Pli par les surfeurs. Ouais. Mais l'histoire de la réception, quoi. Genre Deleuze, en fait, il est assez mais même Foucault, hein, c'est un peu de philosophes impressionnants pour ça, parce qu'ils ont Didi, coucou, ils ont écrit plein de livres que plein de monde n'ont pas lu, en fait, et dont plein de concepts, genre je sais pas, les rhizomes, les systèmes disciplinaires, entre autres, quoi. Il y a plein de concepts qui ont un peu la panoptique, voilà, qui sont un peu diffusés comme ça, et de manière un peu bizarre, quoi, et peut-être des fois de manière un peu contre ce qui est dit dans les textes, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Mais on parlait des monstres, alors je sais pas. Oui, c'était quand même... Là, on a deux monstres. On est assez monstrueux, là.
ouais. Un peu là où on est arrivé là. Je sais pas. Est-ce que je... Mais après, pour le monstre, ça peut être une proposition politique de dégradation permanente, d'être ingouvernable, Mais ça c'est une manière de imbaisable, contre Indésirable. indésirable, contre la aussi, surveillance, bien contre sûr. l'étiquetage, contre Inconsommable. tout ça. Enfin tout ça. En fait, Ouais. de rien vouloir, quoi. Ouais. C'est Ouais. pas, en fait, mais c'est quand même pas nihiliste. Oui, oui. Ah non. Non mais t'as raison hein, de préciser ça. Faut le Queen. dire. Parce qu'on veut pas être nihiliste. Nihiliste, c'est un peu ça avance à rien, j'ai l'impression. Mais être monstrueux, c'est dire on recrachera tout de ce que vous essaierez de nous faire avaler. Ouais. Et on sera jamais, on n'acceptera jamais la surveillance et la classification. On n'acceptera Ouais. jamais ça. Et en étant toujours mouvant, toujours. Ni la sélection d'ailleurs. Ni la sélection d'ailleurs. Ouais. Enfin, bon, il y a des jours où on s'appellera Josie, il y a des jours où on s'appellera Anal. Mais tous les jours. Et en même temps. Quoi. Et c'est d'être là partout, dans toutes les formes. En fait, on a un peu fait ce que fait Roland Barthes dans son cours là, sur le neutre. En fait, le neutre, il commence son cours là, il lit 5 extraits de bouquins et il dit bon bah voilà, j'aimerais, je vais pas définir le neutre, je vais essayer de nommer quelque chose que j'ai déjà lu quelque part et partout dans tous ces textes. Et nous, on essaie de nommer quelque chose, un sentiment monstrueux ou de plein d'endroits non identitaires qu'on essaie de capter comme ça et on essaie de le nommer. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit beaucoup de choses en négatif, j'ai l'impression aussi. C'est qu'on dit c'est pas ça, mais c'est peut-être un peu ça. Donc en fait, on essaie de nommer quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est le gros bordel un peu dans tout ce qu'on dit. En même temps, il y a des petits trucs qui émergent, quoi. Ouais, mais c'est une bonne manière de dire tout ce que ça n'est pas pour dire ce que c'est. Ouais, bien sûr, c'est... Mais après, moi, je pense que c'est intéressant. Je comprends un peu toute la discussion qu'on a eue sur notre rapport au savoir, notre rapport à l'université, au livre, en fait, qu'on avait. C'est que finalement, le monstre, c'est une figure hyper populaire. C'est qu'il y avait dans les films d'horreur, qu'il y avait dans... je sais pas, qu'il y a dans les romans. Dans les romans, genre Frankenstein et tout. Frankenstein, c'est un super modèle, en fait, de ce que c'est le monstre. Quoi. Quand on est enfant aussi. Quand on est enfant. Ce petit extrait audio, par exemple. Je disais le Père Noël, c'est un peu un monstre. Ouais, John Waters, il disait que c'était un Beers. Oui, voilà. mais c'est pour ça, moi je trouve ça trop bien parce que c'est un peu une figure que tout le monde connaît. Enfin vraiment, je crois que personne ne peut ne pas connaître le monstre, quoi. Tout le monde sait ce que c'est un monstre, quoi. Et c'est là que c'est intéressant aussi, quoi. Et que en tout cas l'incompréhension ne viendra pas du manque de savoir en fait classique. Et c'est ça que je trouve ça assez bien, quoi. Ça, c'est cool. Et que l'incompréhension viendra plutôt du fait que les gens sont trop dans la norme ou n'ont pas envie d'adhérer à cette manière de voir les choses et ou n'ont pas ressenti des choses que les monstres ont pu ressentir, quoi. Les paniques de vestiaire et les choses comme ça, quoi. Enfin bon. Mais est-ce qu'on continue? Vous avez des choses à rajouter Moi, j'ai juste envie de dire qu'en fait, on a commencé par la fin, puisque tu commences par le début. Toute émission classique aurait commencé par le monstre dans le film d'horreur, c'est ci, ça. Donc vous avez bien vu, on vous l'a fait à l'envers, en fait. Comme souvent. Toujours. Merci, Queen. Oui, et puis on peut dire que, comme proposition politique, on a le devenir monstre. C'est un territoire à conquérir. Exactement. Ah oui, et puis soyez des monstres et c'est un ordre. On n'est pas anti-ordre. Il a tout cassé. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'il avait dit? Enfin, c'était sérieux ou... Franchement, là, le mec qui écoute, il s'est dit... Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'arrive même plus à comprendre s'ils sont sérieux ou pas. On espère qu'on a Tout le monde modifié toutes les rigole. cellules de votre cerveau. Et en tout cas, on espère qu'on a fait des courts-circuits aussi. Chez vous. Bref. J'ai bu trop de bière. On va s'écouter Sophie. Yeah. Jump. Featuring Lady Lashore. Lady Lashore. Bisous, bisous. On arrive bien après. La peur est une émotion profondément humaine. Lorsque la peur s'empare de nous, notre imagination essaie toujours de lui mettre un visage. Nous avons tous dû lutter contre des peurs irrationnelles,
sans savoir quelle était la part de réalité et la part d'imaginaire. Nous avons ainsi engendré d'étranges créatures. Les monstres mythiques. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. Lorsque les gens chassaient les loups-garous, qu'ils partaient à la recherche de monstres dans des pays lointains, ou bien qu'ils cherchaient désespérément à éloigner les vampires, ils ne faisaient que suivre une pulsion profondément humaine. Ils partaient aux sources de la peur originelle. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les monstres sont les représentations des peurs primitives ancrées en chacun de nous. Pourtant, ces représentations n'ont pas toujours existé. Dans toute l'histoire de l'humanité, seuls les hommes de l'âge de pierre n'ont pas représenté de monstres dans leur art. I do it like this, I do it like that. They call me MJ because I'm too bad. I'll be spending most of my time in the lab. You be spending all your money on a cab. I be living flash, we don't do cash. Tell them go put it on a tap. Go and get a bottle, baby, go and get a glass. We can keep it running all night like a tap. Dark, yo, I get dark. Blacked out tints in the car. Black shades in the car, see me in the dark. Don't throw shade, cause I shine like a star. I'll be at the bar, ordering the shot. Feeling like a G, acting like a bar. You know who I be, you know who we are. Waste man, don't try act like you're not. Let's go. Let's go. All the people in the front to the back, wave your hands round just like that. All the people to the left to the right, put your hands up and touch the sky. All the people from the back to the front, put your hands in the air and jump. All the people from the right to the left, bounce up and down, let me see it. 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 Do it like that, I do it like this. The one and of a girl, you could do it like this. The cost of the chain, don't know what the price is. I got a new watch, it's a time crisis. And now I'm like, blah, I shine like a star. And you know I got more drive than a car. And I don't wanna stop, no time for the talk. If they wanna drink, yeah, I am at the bar. I am at the bar, I am at the bar. Don't make me buy out the bar. I will pull up your ass. Everybody knows when I'm coming at the dance. In the back, to the bass. Don't try act, no, do it like this. Let's go. Let's go. Let's go. All the people in the front to the back, wave your hands round just like that. All the people to the left to the right, put your hands up and touch the sky. All the people from the back to the front, put your hands in the air and jump. All the people from the right to the left, bounce up and down, let me see it. 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 Et voilà, on vient de s'écouter Sophie Jump fit Lady Le Chour. Et donc, Josie, tu avais un texte à nous lire. Tous ces textes. Alors, c'est un texte tiré du livre 3 milliards de pervers. Détruire la sexualité.
À explorer en commun nos histoires individuelles, nous avons pu mesurer à quel point toute notre vie désirante était dominée par les lois fondamentales de la société étatique bourgeoise capitaliste de tradition judéo-chrétienne et en fait subordonnée à ces règles d'efficacité, de plus-value, de reproduction. À confronter nos expériences singulières, quelque libres qu'elles aient pu nous paraître, nous nous sommes aperçus que nous ne cessions de nous conformer aux stéréotypes de la sexualité officielle, laquelle réglementait toutes les formes du vécu, et étend son administration des lits conjugaux aux chambres de bordel, en passant par les pissotières, les bals, les usines, les confessionnaux, les sex shops, les prisons, les lycées, autobus, les maisons de partouze, etc., etc. Cette sexualité officielle, cette sexualité tout court, il n'est pas question pour nous de l'aménager comme on aménage ses conditions de détention, mais de la détruire, de la supprimer, parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une machine à castrer et à recastrer indéfiniment, une machine à reproduire en tout être, en tout temps, en tout lieu, les bases de l'ordre esclavagiste. La sexualité est une... Pardon, j'ai mon micro qui bug. La sexualité est une monstruosité, aussi bien dans ses formes restrictives que dans ses formes dites permissives, et il est clair que le processus de libéralisation des mœurs et d'érotisation promotionnelle de la réalité sociale organisée et contrôlée par les gérants du capitalisme avancé n'ont d'autre but que de rendre plus efficace la fonction reproductrice de la libido officielle. Loin de réduire la misère sexuelle, ces trafics ne font qu'élargir le champ des frustrations et du manque qui permet la transformation du désir en besoin compulsif de consommer et assure la production de la demande, moteur de l'expression capitaliste. De l'immaculée conception à la putain publicitaire, du devoir conjugal à la promiscuité volontariste des partouzes bourgeoises, il n'y a pas de rupture. C'est la même censure qui est à l'œuvre. C'est le même massacre du corps désirant qui se perpétue. Simple changement de stratégie. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est crever l'écran de la sexualité et des représentations pour connaître la réalité de notre corps vivant. Bra. Merci Josie. Et oui, je voulais vous dire, on a eu des nouvelles de l'état de santé de Pierre Berger. Toujours mort. Ah non. Ah non. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du coming out d'Emmanuel Macron? Ah, attendez, je check. Clic. Toujours pas. Et bon, alors j'ai cherché les anniversaires d'un peu des célébrités, j'ai rien trouvé d'hyper sexy. Donc, bon anniversaire Helmut Kohl. Ah mon Dieu. En 1930. Helmut Kohl, qui a été chancelier allemand pendant très longtemps. On se souvient de cette fameuse photo avec Mitterrand. Et sur cette conclusion Sciences Po, on va passer à l'agenda. Passons à l'agenda. Ah non, il y a Marlon Brando aussi. Ah oui, bah ça c'est on sexy. préfère. Bon, mais Marlon Brando, bon anniversaire. Agenda. Demain, mercredi 4 avril, à l'Université libre de Bordeaux, il y a une AG à 18h30 en amphi Jean Trac. Voilà. Super agenda. Et bien le 12 avril, donc jeudi de la semaine prochaine, aura lieu à l'espace 29 entre 19h et 22h une cosmogonie monstrueuse. Et ce sera l'occasion de sacrifier une diva. Donc nous vous convions à venir. Ça va être chouette. On va bien rigoler. C'est rue Fernand Marin, il me semble. Ouais. Ensuite, il y a une projection de Showgirls de Paul Verhoeven qui sera prévue à l'Université libre de Bordeaux. Toujours, l'université qui est à Victoire. La semaine prochaine. Il faudra regarder le programme pour le voir. Et puis, il ne faut pas oublier, nous rappelle Gigi par SMS, la nouvelle production Teatro La Fenice, Teatro Comunale di Bologna et l'Opéra National de Bordeaux, Lucia di Lammermoor, avec une musique de Gaetano Donizetti et livrée de Salvatore Camarano, d'après le roman de Walter Scott jusqu'au 11 avril au Grand Théâtre. Il faut y courir, nous dit-il, avant qu'il soit occupé. Andiamoci. Sarà bellissimo.
Et Bologne, un grand berceau du transféminisme. Ah oui. Et Queen, tu avais des événements à annoncer? Moi, j'ai des événements à re-raconter. Ah. C'est un agenda à l'envers. Oui. Juste, il y a un film dont on a parlé 2 fois ces dernières émissions, Tarnation de Jonathan Cowett, et il était projeté à ce que tu appelles l'Université Libre la semaine dernière, ainsi que plein d'autres films, comme par exemple Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig. Les discussions ont lieu dans l'amphithéâtre jusqu'à 23h, et je dois dire que si une université, c'est un lieu de production du savoir et des connaissances, et qu'il s'agit de libérer les savoirs assujettis, là c'était le cas. Il faut ouvrir les universités tard. Merci, oui. Puis Gigi nous rappelle aussi qu'il y a Les Garçons Sauvages en ce moment au cinéma à l'Utopia, et que c'est hyper bien. Voilà. Voilà, mais alors, encore une fois, beaucoup de films à voir. On n'a plus de temps pour aller au Pilates. Et on ferait une 3e émission spéciale cinéma. Spéciale Pilates. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va faire une spéciale Marguerite Duras et la dialectique. Enfin. Et on va passer des extraits du camion de Marguerite Duras. Oui, de Détruire, dit-elle. Et on vous lira La maladie de la mort. Voilà, Marguerite Duras qui est une grande figure pré-queer et une grande alcoolique. Voilà, donc sur ces bons mots, je vous fais des gros bisous et puis on va s'écouter Peaches de Vaginoplastie et baiser et plein d'autres musiques, c'est trop bien. I was blessed with big lips. When I dip, they dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick this. Happy pagan truffle, suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vagina plasty.